déontologie kabyle réunie. Donc, oui, j'ai transgressé les règles de la hiérarchie de la parole. Parce que la parole est un acte de pouvoir. C'est pour cela qu'il n'admettait pas que quelqu'un qui n'était pas légitimé ou qui n'avait aucun titre pour prendre la parole, c'est-à-dire exercer une forme de pouvoir devant le public. La parole dans la culture orale, c'est un acte de pouvoir. Parce qu'on dit des choses, et ces choses-là sont entendues, et elles doivent être insérées dans la mémoire collective telle qu'elle fonctionne. Et cette mémoire collective est parfaitement ordonnée. Et si on déplace quelque chose dans cette mémoire collective, par exemple, quand j'ai essayé d'expliquer les différences entre nos coutumes, pour le mariage par exemple, le fait que nos femmes n'héritent pas du tout, alors que dans le droit musulman, bien que les femmes aient un statut inférieur par rapport à aujourd'hui, dans le droit musulman donne une part d'héritage aux femmes, la moitié de la part du mâle. Il ne pouvait pas comprendre ces différences. Il vivait naturellement dans le cadre des coutumes parce que l'islam, justement, était une inconnue totale du point de vue de l'histoire. D'où vient cette religion, comment elle a été formée, quelles sont les œuvres de pensée, de théologie, de droit, d'exégèse, etc. Quelques-uns qui sont allés dans des petites zaouïas ont pu entendre parler de choses extrêmement élémentaires, mais qui n'ont rien à voir du tout avec ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on connaît, l'histoire, la pensée islamique. C'est quelque chose de très vaste et de très complexe. Mais en fait, qu'en est-il de la place de la femme à l'époque? C'est-à-dire, elle n'est pas véritablement marginalisée. Dans la mesure, justement, où la charia ne s'appliquait pas, par exemple, le voile, pour toutes les femmes kabyles, la question du voile ne s'est jamais posée. Parce que le droit musulman n'a jamais été appliqué. Heureusement, peut-être. Non, je suis historien, parce qu'on ne va pas déborder sur la politique. Voilà, ça c'est une règle. Moi, je suis historien. Je dis les choses telles qu'elles se sont passées. Et il faut savoir comment les choses se sont passées pour que l'on comprenne, par exemple, le caractère arbitraire de la place que l'on donne soudain au voile comme une sorte d'obligation absolue, divine, venant de Dieu lui-même pour que les femmes portent le voile. Pour quelqu'un qui a grandi dans la Kabylie jusqu'aux années 60, même quelques années après l'indépendance, ça n'est pas venu tout de suite. Le voile, c'est un phénomène qui a été créé politiquement, pour des raisons politiques et pour des raisons de lutte politique pour le pouvoir, précisément. Donc c'est le cas ici en France? Ça n'a rien à voir avec, mais bien entendu. Donc, en France, le voile joue toujours ce rôle de signe. C'est un signe complexe, parce que on se sert du fait que c'est lié à la religion, donc on veut en faire un signe religieux pour que il ait un grand impact sur l'opinion publique, parce que la religion, on la respecte par définition, on n'a rien à dire contre la religion, surtout dans un pays laïque. La pensée laïque est une pensée extrêmement tolérante pour toutes les religions, elle légalise toutes les religions, elle n'entre pas dans les discussions entre les religions, et donc elle est obligée de rester neutre. Dès qu'on dit c'est religieux, c'est fini, on se retire du débat. Mais en réalité, c'est pour couvrir quelque chose de fondamentalement politique. Alors, si je reviens une petite chose, alors, concernant l'héritage dans la société kabyle, l'héritage de la femme, donc il y a une explication, quand même. Bien sûr qu'il y a une explication. Malheureusement, là, c'est les difficultés de la mémoire orale. Bon, ce que l'on peut dire, c'est fondé sur des témoignages oraux, mais la chose qui se répète, c'est que au temps de l'occupation turque, il y avait sans doute des mariages de femmes kabyles avec des étrangers à la Kabylie. Et
Et donc, quelqu'un qui se marie avec une femme kabyle, si la femme kabyle hérite, il y a des étrangers qui vont venir prendre pied dans les parcelles de terre que possède le pauvre kabyle et dont vivaient les familles kabyles. Une petite oliverie, quelques figuiers, un petit verger, un petit lopin pour semer de l'orge ou du blé. Et on va le partager en, je sais pas, en 4 ou en 5. Si vous avez 4 ou 5 filles, qu'est-ce qui va en rester? Alors, c'est pas, la vie n'est pas possible. Il faut tout de suite introduire le paramètre de la survie économique d'une région qui vit en autarcie. Et donc, pour éviter ce démembrement des petites propriétés, car ce sont de petites propriétés, nous sommes dans la montagne, les champs cultivables ne sont pas très étendus, pour éviter ce morcellement, ça c'est dans toutes les paysanneries d'ailleurs, ça n'est pas propre, mais chez les montagnards c'est encore pire, parce que la terre cultivable est très réduite. Et donc on a dit, ça n'est pas possible de laisser la terre aller ainsi, et on a exhérédé les femmes. Mais en revanche, les femmes sont toujours à la charge du père et des frères. Au cas, par exemple, où une femme divorce, le père, ou s'il est décédé, les frères, doivent immédiatement recueillir la sœur, la nourrir, subvenir à tous ses besoins. Si on ne le fait pas, c'est le déshonneur, car la sanction, c'est le déshonneur, c'est-à-dire la mise à l'écart, l'excommunication par le village. Et ça va se faire. Oui, absolument. Et il y a voilà, des règles qui fonctionnaient, qui assuraient effectivement le self-control, l'autocontrôle des gens pour ne pas justement sortir de la solidarité qui fait que les gens peuvent vivre en solidarité. Thimisier, Thimshot, ce sont des actes collectifs du village parce que tout le monde... la monnaie circulait peu, on avait peu de monnaie, il y avait du troc. Jusqu'aux années 40, moi j'ai assisté à la fin des années 40 des Arabes qui venaient de la plaine pour vendre du blé et on leur donnait des figues. Pas d'argent. Ah, et oui, à la fin des années 40. C'est-à-dire quand même, c'est pas très... Enfin, c'est vrai, mais ça a duré longtemps cette histoire. Mais une chose, comment explique-t-on l'absence de la femme kabyle dans Taj Mahal, l'assemblée du village? On dit que la société kabyle est laïque et démocrate, oui. Mais en même temps, on ne trouve pas la femme parce que du point de vue ethnologique, la Kabylie, c'est un régime patriarcal et non pas matriarcal. Parce que dans les sociétés anciennes, il y a le matriarcat et le patriarcat. Chez les Touaregs, il y a le matriarcat. Les femmes interviennent dans les affaires publiques. Dans le Nord, en général, les populations du Nord, c'est le patriarcat qui prédomine, au Maroc aussi, en Tunisie aussi, et Ibn Nafoussa qui reste encore quelques berbères témoins de cela. Et donc ça dépend du régime auquel obéit la société berbère à laquelle on a affaire. Et dans la société berbère, on voit une diversité. Par exemple, les Mozabites ont évolué différemment parce qu'ils ont un parcours historique un peu différent, puisque ce sont des berbères qui ont été touchés par le pouvoir établi par le Banu Rostam à Tahat, l'actuel Tiaret. Et donc ils ont été touchés très tôt par un islam élbavite. Voilà pourquoi les Mozabites sont touchés plus que les Kabyles par un islam ancien, qu'on appelle l'islam kharijite, d'où la conversion des Mozabites à cette école-là. Mais en même temps, les Mozabites sont restés extrêmement fidèles
à tous les codes culturels et coutumiers berbères.